On commence par vous, Roger. Hier, je regarde TF1, je regarde les scores d'audience ce matin. TF1 Navarro, vous êtes regardé déjà? Non, hier j'étais au théâtre. Vous étiez au théâtre, oui. 10 millions de téléspectateurs. Plus de 10 millions. Plus de 10 millions regardent Navarro. On est venu vous voir cette semaine avec Ariane au théâtre et on était étonnés. La salle est toute petite, 300 places. Et c'est pas du tout le Roger Hanin qu'on connaît à la télé ou le Roger Hanin avec son accent pied noir. Est-ce que vous vivez pas un vrai décalage entre Navarro, les 10 millions de téléspectateurs? Est-ce que vous êtes peut-être vraiment, mais alors vraiment pour 300 personnes, dont la moitié qui sont là parce qu'ils pensent que s'il va faire... C'est comment? Navarro, j'écoute. Vous voulez pas le faire déjà? Non, mais c'est sûr qu'il y a un malentendu. Un malentendu, en tout cas une surprise, pas une déception, parce que les gens qui viennent... Moi j'ai passé beaucoup de mon existence professionnelle sur des malentendus. C'est-à-dire que quand je jouais le gorille et le tigre, pour ceux qui sont un peu plus âgés, c'est des films d'action. Bon, je jouais Othello et Macbeth. Alors ils venaient voir le gorille et ils voyaient Othello. Mais finalement, je rendrais service. Je disais finalement, Shakespeare, c'est pas sûr, si mal. parce que vous allez entendre Marvilla Longuerre, on l'a interrogée tout à l'heure. Elle dit que quand vous faites Othello, les gens ils se marraient parce que ils venaient voir autre chose, quoi. C'est vraiment une horreur. Hein. Qui est Marvilla Longuerre? Oui, Oh, dis donc, c'est pas mon camarade, ça. Mais vous, est-ce que vous je le dis en pas... bonne part, d'autant plus que moi, j'ai jamais eu d'accent quand je jouais des grands textes comme Othello ou Macbeth, ou le Misanthrope ou Claudel. C'est pas vrai, parce que vous en êtes fort. Mais... Vous pouvez nous parler sans accent pour voir ce que ça donne? Comment Macbeth avec... Non, mais là, est-ce que vous pouvez nous parler normalement sans accent? Parce qu'au début de votre carrière, vous avez gommé j'essaye de vous parler sans Oui. accent. Ben, écoutez, Marc-Olivier Fogel, ça fait un grand plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui. Et un petit peu le trac, mais j'arrive pas, c'est pareil. Non, c'est pareil, c'est exactement pareil, Roger. C'est exactement pareil. Mais pourquoi vouloir changer? Comment c'était au départ? Parce que vous avez vraiment Au départ, gommé. c'était pire que ça. Donc, Alors ça, vous pouvez le faire, le côté too much? Quand j'étais au cours, c'était plus pittoresque. Je disais, je sais pas, oui, je viens dans son temple adorer l'Éternel, j'y viens selon l'usage antique et solennel. Célébrer avec vous la fameuse journée au vous avez fait des progrès, ouais. Non, beaucoup mieux. Mais moi, ma question, c'était par exemple, vous avez fait un film sur votre mère qui s'appelle Soleil. Il y a simplement 160 000 spectateurs qui sont allés le voir. Est-ce que vous ne souffrez pas? Est-ce que le Roger Hanin, qui met autant de lui-même pour un truc aussi personnel, il ne souffre pas qu'en fait, pour Navarro, pas de problème, 10 millions de personnes, pour un truc perso, 160 000? Oui. C'est bien, c'est la vie, il faut savoir accepter ça. Mais vous savez, ce que je vais vous dire, vous ne me croirez pas. La télévision, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est la manière de faire appel. On fait appel avec la télévision. C'est-à-dire que là, ce film a fait 150 000 spectateurs. Ouais. Et puis, à la télévision, 6,5 millions. C'est le même film. Le même film. Oui. Donc, moi, j'ai fait un film à la gloire de ma mère, je ne veux pas violoncelliser, et il y a 6 500 000 personnes qui l'ont vu. Donc en fait, vous êtes fait pour la téloche et pas pour le cinéma, finalement. Ben, j'aurais voulu le faire. J'ai fait un film de 3 heures, je l'ai réduit à 1h40 parce qu'il coûtait 52 millions. Donc il fallait d'abord commencer par le cinéma. À votre avis, Roger, pourquoi le cinéma vous aime si peu, finalement? Je ne sais pas, parce que je crois que le cinéma français, moi je dis j'ai une relation sereine avec lui. Le cinéma français n'a pas besoin de moi, et moi je n'ai pas besoin de lui, donc je ne fais pas d'efforts. Vous n'avez jamais eu besoin de lui? Ou alors il y a des moments où vous disiez... Parce que là, par exemple, le dernier film dans lequel vous avez tourné, c'était quoi? Ou c'était quand? Non, les derniers films où j'ai tourné, c'est vieux. Depuis que je tournais Navarro, j'ai fait 3 ou 4 films de cinéma. C'est tout? Oui. Et ça, vous l'avez jamais mal vécu, le côté, mais j'ai envie de tourner quand même, j'ai envie de travailler. Alors maintenant, avec Navarro, vous avez plein de boulot. Je vous le dis très sereinement, puisque bon, je suis censé être l'acteur le plus célèbre et le mieux payé de France, donc j'ai pas d'aigreur. Ouais. Mais pour le côté célèbre ou pour le côté mieux payé? Qu'est-ce qui vous enlève l'aigreur? Non, les deux. Mais vous préfériez, quitte à en garder un, la célébrité ou le blé? Bon, pour la fête, je sais, c'est le blé. Mais... Moi, je crois que je préférais être mieux payé parce que la célébrité a une certaine vanité, tandis qu'il a mieux payé un certain confort. C'est vrai. C'est vrai, 2 millions de francs par Navarro, c'est vrai ça? Pardon? 2 millions de francs par Navarro? Non, c'est faux, complètement faux. C'est plus? C'est faux. C'est faux. Mais vous savez, il y a une chose que les gens devraient comprendre, vous le savez aussi bien que moi, c'est que quand on signe un contrat, on touche en général 20 à 22%. Donc ce qui compte, c'est ce qu'on a dans sa poche, et non pas ce qui est écrit sur le papier. On ne dépense pas, le chiffre c'est virtuel. C'est virtuel, puisque le reste, on donne un peu aux impôts Mais aussi. de toute façon, le virtuel qui me reste, je trouve que c'est très confortable et c'est très heureux. Et vous vivez bien. On va y revenir à l'argent. Pour ceux qui ne vous aiment pas... Je voudrais faire un tout petit peu... Marche arrière? Oui, allez, on fait marche arrière. C'est-à-dire, par exemple, on a l'impression que les gens qui font du cinéma, moi je viens du cinéma, donc les gens qui font de la télévision ont d'avoir une espèce de genre noble,
alors que la télévision serait un genre mineur. Ouais, que le cinéma, ils viennent tous, les gens de cinéma, ils Oui, pensent... mais, ouais. mais je ne sais pas pourquoi on entretient. Bon, ça tend un petit peu à disparaître, mais je ne vois pas pourquoi. Vous ne voyez pas la différence. Mais ces gens de cinéma, certains disaient que, que votre jeu manquait de finesse un peu. Vous, quand vous voyez jouer, Ne dites pas ça, mon jeu est fin. vous, de temps en temps, vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop? Pas du tout. Bon. Vous m'avez vu jouer au théâtre. vous avez Au théâtre, vu c'était nickel. quelle délicatesse, quelle fluidité. Et dans Navarro, fluidité Mais de temps non, en- mais c'est très fin, Navarro. Ah, moi, je n'ai pas tout vu de Navarro, fin Roger. Mais je vous affirme, c'est très. Alors, on confond le naturel et la facilité. Mais c'est très difficile. Moi, quand j'ai joué Le Grand Pardon, puisqu'on parle du cinéma, on disait, il est formidable, je dis, tout le monde peut faire ça, tout le monde sauf moi. Moi, c'était très difficile pour moi de jouer Le Grand Pardon. Parce qu'il fallait accentuer. Jean-Yves, vous regardez Navarro? J'en ai regardé. C'était alors? Ça vous Non, a mais mis non, d'accord? c'est mais lassé. j'en ai regardé. C'est Non, lassé. non, c'est pas ça. C'est que je regarde très très peu la télé en fait. Bon. Parce que, Et Roger, vous aimez bien? Ben oui. Regardez, Évidemment. Roger, en plus, il a plein de facettes. Il en a au moins 5. Non, mais j'ai vu au cinéma aussi. Mais c'est pas Roger Non, que mais vous allez voir au cinéma que c'est un parce que... super... non, mais je sais que c'est un super acteur. J'adore les acteurs et c'est vrai que c'est évident que c'est un acteur génial. C'est vrai qu'on a envie de le voir dans d'autres films aussi. Ça, c'est- Mais non, faut pas. Non, non. C'est un trop film de tard. boule. Je vais vous dire, mais je ne veux pas plomber l'émission. Non, mais plombez pas l'émission, comment vous dirais-je, savez. En faisant une conversation comme ça, très technique. Engueulé. Mais qu'est-ce que c'est que le cinéma aujourd'hui? Je veux dire, Oh non, là, vous c'est allez quoi? plomber Ce sont des l'émission, Roger. histoires. Comment non, Non, allez-y. Non, C'était pour rire. Le cinéma, Mais c'est pas pour pour moi, ce sont des histoires, des acteurs, des décors. Mais c'est pas du tout le bastringue, le stéréo, le Dolby. Non, C'est le même pas boulot, ça. en fait. Mais si par exemple, Non, c'est pas le même boulot. si demain on vous propose un scénario, un tournage qui vous empêche de faire des Navarros entre les deux, Je ne le ferai pas. Je ne ferai pas de moi-même, mais je ne parle même pas de Navarro. J'aimerais que vous me croyiez, mais si vous ne me croyez pas, je ne peux pas vous trouver pas ça scandaleux. Mais si on me propose du cinéma, je ne le ferai pas. Je ne veux plus faire de cinéma. Ne croyez pas que c'est les raisons qui sont trop verts. Je n'aime pas le cinéma français actuel parce que je n'ai rien à y faire, qui n'a pas besoin de moi, je n'ai pas besoin de lui. C'est un cinéma qui ne me convient pas et dans lequel je n'ai pas ma place. Alors, les 5 facettes de C'est Roger dommage. Hanin. C'est dommage. Les 5 facettes de Roger Hanin avec Anne-Elisabeth Lemoine. Regardez votre copine Marthe Villalonga au télo, ça marche pas du tout pour elle. Regardez. S'il y a bien un personnage qui colle à la peau de Roger Hanin, c'est celui qui va décrocher le téléphone dans un instant. Navarro, j'écoute. 12 ans à faire le flic pour TF1. À chaque diffusion, 10 millions d'accros. Hanin, Navarro, Navarro. Hanin, même les vrais gardiens de la paix ont parfois du mal à faire la différence. Les mecs le voient, hop, il y a une espèce de tout de suite, c'est le coup de raquette au patron, quoi. Et puis hop, ça y est, ils font l'identification avec l'acteur, quoi. Navarro, j'écoute. C'est un peu la police à papa, c'est la police qu'on aimait, quoi. Ça veut dire que moi, je suis rentré dans la police pour travailler avec des gens comme Roger Hanin. Et n'oublie pas, on vend de la Et bonne quand Roger Hanin n'est pas dans la peau d'un flic, on le retrouve dans celle d'un pied noir, juif, algérien, et c'est, qu'il le veuille ou non, le rôle de sa vie. Sur le truc pied noir, il est exceptionnel. Vous avez fait beaucoup de rôles de pieds noirs. Il y a eu Sirocco, Oui, il y a mais eu... vous connaissez mal ma carrière. J'ai joué tous les grands titres. J'ai joué Othello, Macbeth. Le problème, c'est que Raymond Betoun, en Othello, Macbeth ou Tartuffe, ne convainc pas tout le monde. Écoutez, ça fait rigoler, je m'excuse. Ça fait rigoler. Je peux pas jouer Bérénice avec l'accent pied noir, excusez-moi. Il aurait voulu être Gary Grant. Il aurait pu d'ailleurs être Gary Grant. Non, à l'époque, ses mauvais copains disaient le Gary Grant de Babel Wed. Peu de ressemblance avec Cary Grant, en revanche au moins un point commun avec Jean-Marc Thibault, deux comédiens populaires qui sont devenus chacun à leur manière de beaux-frères. J'avais dit que Roger Hanin ne s'inquiète pas, que si Lionel Jospin est élu, je ne voudrais pas lui prendre son rôle de Navarro. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il soit fâché de ça, c'était pas méchant du tout. Et si Jean-Marc Thibault badine, Roger Hanin, lui, ne plaisante pas avec la famille. François Mitterrand était l'homme de sa vie, celui auquel il a consacré un livre qui se voulait une lettre d'amour. Ils passaient de longues heures ensemble, de longues promenades ensemble. Je ne pense pas que Roger n'ait jamais donné de conseils politiques à François Mitterrand, qui ne les aurait sûrement pas écoutés, parce que leur relation n'était pas là. Leur relation était bien plus forte que ça, bien ailleurs. Depuis la disparition de François Mitterrand, Roger Hanin est devenu un autre homme, un peu plus à la gauche du président, soutien officiel de Robert Hue et du Parti communiste. C'est un grand révolutionnaire, à sa manière. Attendez, il n'a rien à lui. Sa voiture est une voiture de fonction qui appartient à la production. Il le dit, hein, c'est pas moi. Ses costumes sont les costumes de ses tournages offerts par les plus grands couturiers.
Il n'a pas de maison, son appartement n'est pas à lui. S'il dit ça, c'est pratiquement un ascète. Mais le communisme, c'est pas être ascète. Il va un peu loin quand il dit ça. Ouais, je crois, mais c'est normal, il est comédien quand même. Comédien ou comédienne parce que le destin de Roger Hanin aurait pu se décliner au féminin. Il a porté, jusqu'à l'âge de 5 ans, des tenues de fille. Je le vois très bien, des petits rubans, tout ça. Sa mère l'appelait Rosette. C'est dommage qu'il n'a pas continué, parce qu'il serait peut-être maintenant grande vedette chez Michou. Dans quel numéro est-ce que vous pourriez l'imaginer? Ah ben écoutez, qu'est-ce qu'on va lui faire hein? J'allais dire, je vais me faire engueuler si je dis ça, peut-être Régine, non? Mais il est bien, hein? Bien ronde. Allez, je trinque. Roger Hanin, cette histoire de Rosette, c'est quoi exactement qu'évoquait Michou? Qu'est-ce que c'est cette histoire de Rosette? Cette histoire de Rosette. Ce déguisement de gamin un peu. Ah oui, de Rosette. Oui, moi je fais partie on est une famille nombreuse, 5 enfants. Et en général, dans les familles pauvres, enfin je ne veux pas violoncéliser, on est habillé avec les vêtements de celui qui vous précède. Manque de bol, c'était une sœur. Et moi j'avais une sœur et j'étais habillé pendant des années avec des robes de ma sœur. Et vous ne regrettez pas la grande carrière que vous auriez pu faire chez Michou? En régime? Mais j'ai pas dit mon dernier nom. Vous non plus alors. Et comme ma mère voulait une fille, elle m'a appelé Rosette. Ah. Il vous reste des séquelles de tout ça? Pardon? Il vous reste des séquelles? Non. Le soir, de temps en temps. Alors, la pièce qui se joue au théâtre du Petit Marigny, c'est un peu, en résumant l'histoire, vous avez un complexe d'infériorité lourd par rapport à votre femme, qui est plus jeune que vous d'ailleurs sur scène. Est-ce que vous, dans votre vie, vous qui avez vécu la série B, vous qui n'avez pas toujours été un comédien, disons, à la mode, et le mieux payé et le plus célèbre... J'ai jamais même été à la mode. En tout cas, jamais. Jamais. Non. Toujours... J'ai été populaire. Vous avez été C'est populaire. le distinguo qui importe pour moi. Mon rapport a toujours été entre l'acteur et le spectateur, l'auteur et le lecteur, et j'ai jamais eu d'intermédiaire. Avec tout ce que j'ai entendu comme colibé de critiques qui oscillaient entre la condescendance apitoyée et presque l'injure, je suis toujours là. Ça veut dire parce que le public m'a répondu. Sinon, je devrais être laminé. Mais est-ce que ce complexe d'infériorité, vous l'aviez par rapport à votre femme, qui est donc une célèbre productrice de cinéma, elle produisait notamment Brigitte Bardot, Christine Bouzrenal, est-ce que de temps en temps, parce qu'on disait, Roger Hanin, avant qu'on dise le beauf, on disait c'est le prince consort, on disait même, il est intéressé, il l'a épousé par intérêt, hisort de se placer dans le cinéma. Je ne sais pas si on l'a dit, on l'a dû le dire sûrement, on l'a dit. Moi, j'étais pas né, mais je l'ai lu. Moi, je sais que ça ne m'a jamais gêné, ça m'a un peu fait hésiter avant de l'épouser. Aujourd'hui, je suis plus riche qu'elle, je travaille beaucoup, je n'ai pas besoin d'elle, peut-être même aurait-elle besoin de moi. C'est agréable ça. Pardon? Vous avez dit j'ai pas besoin d'elle. Non, je n'ai pas besoin d'elle professionnellement. Ah. Mais je pense qu'aujourd'hui, bon, à tort ou à raison, à cause ou grâce à Navarro, je peux faire d'autres choses. Si j'ai joué La femme du boulanger, Marius, Fanny, César, c'est parce qu'à tort ou à raison, à tort semble-t-il, on pensait qu'avec moi on ferait de l'audimat. C'est vrai que La femme du boulanger et Marius, Fanny, César ont fait des scores formidables. Allez-y. Et là, bon, si demain je faisais un film avec Christine, je pense qu'elle ne poserait pas de problème pour monter une affaire pour vous. Voilà. Parmi tous les surnoms dont on vous a affublé, le beauf, le gigolo, supposons, le pied noir, quel est celui, parce que vous avez le sang chaud quand même, celui qui vous aurait bien... C'est le beauf qui m'a le plus blessé. Ah ouais? Oui, parce que c'était le plus injuste. Pied noir, c'est pas injuste. Non. Mais le beauf, c'était injuste dans la mesure où moi, quand François Mitterrand a été élu président de la République, j'étais déjà un acteur très très populaire. Et déjà son beau-frère. Donc je n'étais pas le beau-frère. Et même lui me disait souvent à table, quand je mourrai, on dira le beau-frère de Roger Hanin vient de mourir. Et quand vous dites, et vous écrivez même Mitterrand était un amour toute sa vie, vous avez soif peut-être, Joy? Il n'y a plus rien. C'est le mot visible, donc qu'est-ce qui est passé Mitterrand était un amour, toute sa vie était un acte d'amour. Sans rentrer dans les polémiques autour de François Mitterrand, moi j'avais l'impression, vous savez quoi, de voir Xavier Tibéri sur TF1 quand elle disait Jean est un saint. Vous n'avez pas l'impression, c'est quoi, vous êtes aveuglé? Je ne crois pas avoir été aveuglé, parce que si j'avais été aveuglé, je vous dirais que j'étais aveuglé. Quand on a une passion, on est aveuglé. Moi, je voyais bien tous les travers qu'il pouvait avoir, qui étaient insupportables. C'est quoi son travers principal? C'est quoi son travers principal insupportable? La froideur, la distance, la difficulté à communiquer, le côté secret. Le côté magouilleux? Pardon? Le côté magouilleux?
Magouilleux, ça veut dire quoi? Magouille. Il a fait des magouilles. Magouilleur. Je sais pas, je vous demande, vous avez lu par exemple le livre de Jean Montaldo, Mitterrand et les 14... non, je ne lis pas ça. Non, vous lisez pas ça? Non. Mais citez-moi une magouille, ça m'intéresse. Dans le livre, il y en a plein. Non, citez-moi une magouille du livre. Mais est-ce que vous les avez vues, les magouilles de François Mitterrand? Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Si vous me dites telle ou telle magouille, je veux dire je les ai vues, je n'ai pas vu. Il n'y a pas de magouille. Les écoutes téléphoniques, par exemple. Permettez-moi. Les écoutes téléphoniques, Rojeanne. Comment? Les écoutes téléphoniques. C'est pas une magouille, mais pourquoi vous êtes hypocrite à ce point? Je vais vous expliquer pourquoi. Les écoutes téléphoniques, ça a toujours existé. Ça existe encore. Mais on a l'impression que maintenant, les magouilles les écoutes téléphoniques ont été créées par Mitterrand et que par Mitterrand. Ça a toujours existé. Mais moi, j'étais sûrement sur écoute téléphonique avec lui. Il voulait savoir quoi? Mais savoir ce que je pensais, qui je fréquentais, etc. Moi, je suis pour les écoutes téléphoniques. Et vous croyez que ça existe encore? Non, sûrement pas, non. Mais vous savez ce qu'on reproche à François Mitterrand? On voudrait qu'il soit parfait. Il n'était pas parfait. C'était un homme exceptionnel, ce que je vous vidé de son sens. Mais les travers qu'on lui reproche, c'était des travers d'un homme. C'était un humain. Et vous, pour revenir... C'est vrai qu'il voulait démolir la Tour Eiffel? Moi, non. Non, pas vous, lui. C'est lui qui me l'a demandé. Pas de la démolir. Il m'a dit un jour, je vais faire abattre la Tour Eiffel. Mais c'était pour se moquer de vous, Roger. J'ai pas l'impression. Moi, en général, j'ai assez d'humour. Les gens qui me connaissent savent que je fais la part des choses, même du 2e et 3e degré. À partir du moment, moi, j'ai pensé que c'était de l'humour. Et à partir du moment où il m'a expliqué que la perspective du Trocadéro jusqu'aux Invalides, sans ce tas de ferraille rouillé, torsadé, il avait fumé un peu un truc pas très, non? Un truc, c'est une magouille. Non, il avait fumé un truc pour vous dire qu'on allait enlever la... Mais vous savez, il n'avait pas l'intention de vendre la ferraille à une société. Il voulait juste débarrasser ce truc-là, quoi. Il trouvait que c'est immonde. Moi, je trouve qu'il a raison aussi. C'est monstrueux. Vous trouvez ça monstrueux? Écoutez, chacun son avis. avis. C'est vous qui n'avez pas empêché de le faire. On enlève la Tour Eiffel. On va sur l'esplanade du Trocadéro et on regarde la perspective. C'est magnifique. On vous met ce bloc de ferraille. C'est moins beau. Bon, supposons. On revient à la pièce. Dans la pièce, votre femme, donc, c'est Cyrielle Claire, qui a quand même un physique avantageux, magnifique. Est-ce que vous, dans votre vie, puisque c'est une pièce que vous avez écrite il y a longtemps, vous avez vécu, pareil, une sorte de complexe, je parlais tout à l'heure, entre votre physique à vous et celui de votre femme? Est-ce que vous vous aimez physiquement? Moi, physiquement, je ne suis pas complexé vis-à-vis de Cyrielle Claire. C'est elle qui est très honorée de travailler pour elle. Ça, c'est sûr. Mais vous, physiquement, vous vous aimez? Si je m'aime, non. Je me trouve trop gros, je ne me supporte pas, non. Vous ne regardez jamais? Vous avez du mal à vous regarder? Pas souvent, parce que quand je me regarde, je ne regarde que mon physique. Et d'ailleurs, quand je regarde un écran, je ne regarde que moi. Même si une bombe explose à droite, je ne regarde que moi. Donc, je ne peux pas avoir une vue objective du film que je vois. Et petit, on vous appelait Gros Cul Bel Oeil. Oui, je vais vous dire pourquoi. Ça ne m'a jamais vexé. Parce que quand j'étais petit, oui, mais... Parce que c'était vrai que j'étais très gros. J'avais des grosses fesses et des yeux admirables. C'est vrai que j'ai des yeux admirables. Oui, absolument. Vous confirmez, Jean-Yves, vous êtes plus près de nous. Enlevez les lunettes parce que vous ne pouvez pas voir. On m'appelait Gros Cul Bel Oeil. C'est très vrai que j'avais un gros cul et de beaux yeux. Oui, mais en raccourci, c'était beau, d'ailleurs. Et c'était les MAC, le milieu de la prostitution dans lequel vous étiez coursier. Oui. Moi, je faisais, comment dirais-je, les courses pour tous les macros de la basse Casbah. Votre argent, vous en faites quoi? Puisque vous avez vu, même Maxime Grémet s'y croit pas, il croit que vous faites de la comédie dans le côté moi, j'ai rien à moi. Moi, j'ai dit ça? Non, mais c'est ce que dit votre biographe, hagiographe presque. Oui, je n'ai jamais dit que je n'avais pas d'argent. Mais je vais vous dire une chose qui peut-être que François Mitterrand n'aimerait pas que je dise, parce que c'est pas pudique, mais mon argent, je vais vous dire, je le dépense bien. C'est-à-dire? Je le distribue bien. Vous en donnez une partie au parti? Comme les cadres du PC. Non, mais est-ce que vous en versez une partie au PC? J'ai donné de l'argent, oui, au parti, à l'humanité, etc. Mais je donne surtout à des gens. C'est votre façon de vous en sortir personnellement quand vous regardez face à votre glace, vous qui avez un idéal communiste et vous avez été élevé là-dedans. Est-ce que c'est une façon de se dire, ben voilà, au moins j'ai pas de problème avec moi-même? Non, c'est pas au niveau de l'image. Non, pas de l'image, de sa conscience, c'est pas la même chose. Quand vous regardez, vous avez une bonne image au sens général. Oui, pas l'image publique, oui, d'accord. Oui, même votre image en général. C'est pas la physionomie, je veux dire, l'image. Oui, je comprends. Qu'on veut avoir de vous. C'est bien ça que vous compreniez. Je vous remercie, Roger. Non, mais c'est vrai, il faut quand même être généreux de temps en temps. Vous étiez à la fête de... Non, l'image, il faut savoir ce qu'on veut faire de sa vie. Moi, j'ai pas assez d'argent pour être généreux encore, mais je vous promets que j'en ai. Quand même. Comment? Non, je dis quand même, il dit qu'il n'a pas assez d'argent pour être généreux. Mais la générosité, ça ne s'explique pas seulement avec de l'argent. Regardez, je ne lui ai rien donné. Moi, c'est pas, hein. Lui, il ne donne rien non plus. Votre présence, c'est déjà généreux d'être là. Il faut savoir ce qu'on veut faire de sa vie.
faut savoir ce qu'on veut faire de sa vie. Bon, moi, j'ai décidé d'aider autour de moi les gens qui le méritent. Je ne suis pas un gogo. Et ça me donne beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, beaucoup d'apaisement, de plénitude, voilà. Vous étiez à la fête de l'UMA? Oui, j'y vais quelques fois, oui, pas la dernière. La dernière, vous n'étiez pas? Non. Il vous reste quoi à prouver, puisque aujourd'hui vous avez quand même une très belle carrière. Là, vous êtes sur scène donc du théâtre du Petit Marigny. Il vous reste quoi à vous prouver? De faire par exemple ce genre de pièce dans le Grand Marigny? Mais il me l'a proposé, le Grand Marigny. Vous ne voulez pas? Je n'ai pas voulu. Pourquoi? Vous n'y croyez pas suffisamment? Parce que c'était une... Pardon? Vous n'y croyez pas suffisamment que... Non, parce que j'estime que je n'ai pas envie d'agacer mes contemporains, pour reprendre une expression de Philippe Bouvard. Que la pièce... Pas ce nom-là ici. C'est pas bien? C'est pas bien? Bon. On a bien entendu. Une expression. Ah, d'accord. Et moi, je respecte vos inimitiés. Ou, non. Ou vos paniques. Vos paniques, je ne sais pas. Je dis que je ne vais pas agacer mes contemporains parce que j'écris une pièce. Bon, je l'ai écrite, je la mets en scène, je la joue dans un grand... Bon, ça peut agacer. Et puis, je pense qu'il faut être honnête, cette pièce, je ne savais pas ce qu'elle allait devenir. Bon, ça marche très bien, c'est complet, etc. Mais si elle n'avait pas marché, j'aurais handicapé Robert Hossein, qui est un ami, c'est mon plus vieux copain, qui est le patron de Marigny. Donc je l'ai testé au Petit Marigny. Je pense qu'après ça, je vais faire une tournée. Et peut-être qu'au retour, je la jouerai si j'en suis. Et vous avez dit que vous détestiez le public parisien. Oui. Ça va les encourager. Il y a 20 ans que je n'ai plus joué à Paris. Hein. C'est pas très vendeur. Ça. Et là, vous changez d'avis? Je suis arrivé à un stade de ma vie où vous je en ne veux pas avez dire que rien je m'en à faire fous. de... Non, oui, presque, presque, non. Non, je n'ai pas... Oui ou non, Roger? Non, oui, oui. Je veux dire, non, je n'ai rien à faire de ce qu'on pense de moi. Si, au stade où j'en suis, j'avais à me préoccuper de tout ça, mais je serais minable. Est-ce que je serais mal élevée si je vous demandais votre âge? Pas du tout. C'est arrivé tard, je pensais que ça allait être plus vite. Au début, moi j'ai pas osé, vous avez vu, mais elle est tellement mal polie cette arrière. Je vous pose la question, est-ce que vous pensez que c'est mal élevé? Je vais avoir 76 ans le mois prochain. Bon, c'est formidable. Et vous êtes sur scène tous les soirs au théâtre du Petit Marigny, on y revient tout à l'heure.